je suis venu remettre une lettre de félicitations de son frère, le président Obiang, au président du Cameroun, le président Paul Biya. Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est l'heure du rendez-vous de l'actualité africaine. L'actualité vraie, il faut le préciser, par les Africains, avec les Africains et pour le reste du monde. Je suis Constieka. Merci de nous recevoir chez vous. Nous parlerons du Cameroun, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, de l'Angola, du Sénégal, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Conakry aussi, du Gabon et des Émirats arabes unis. Restez des nôtres juste après la réclame. CNN est disponible sur les bouquets créolines au 12, numéricable au 12 et sur l'application disponible sur votre téléphone Android TV Garden, disponible aussi sur le bouquet numérique Blackstream et sur tous vos supports numériques. Nous commençons cette émission par l'Angola, un pays lusophone. En Angola, il faudrait surtout parler de cette ambiance africaine qui mène un tout petit peu nos pays à se mettre ensemble et à comprendre que l'Union africaine et l'union entre les États africains est une très bonne chose. L'indépendance de l'Angola renforce l'axe Luanda-Brazzaville. Brazzaville, c'est au Congo. Reportage CNN. 50 ans d'indépendance pour l'Angola est un instant de souvenir entre son Excellence João Lourenço de l'Angola et son Excellence Denis Sassou Nguesso du Congo. Les deux dirigeants ont effectivement abordé en détail la question durant les discussions en privé qu'ils ont tenues au palais présidentiel de Luanda. À cette occasion, son Excellence João Lourenço a exprimé sa reconnaissance et salué l'engagement ainsi que les efforts de son homologue congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, en faveur de la section à l'indépendance des nations d'Afrique australe. Cette rencontre bilatérale a principalement été l'occasion de réaffirmer la qualité des relations amicales et de coopération entre le Congo et l'Angola. Deux nations qui ont signé des accords significatifs en mars 2015 dans le but de revitaliser l'axe Luanda-Brazzaville, des accords qui concernent notamment la coopération technique et militaire, l'annulation des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services, le transport terrestre, la flotte marchande et les activités sportives. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le président angolais a profité de ces échanges pour aborder les enjeux contemporains du continent en matière économique, sécuritaire et environnementale. Souvenons-nous que les liens entre le Congo et l'Angola ont été établis par un traité d'amitié et de coopération ainsi qu'un accord de coopération économique et technique. À l'issue de cette conversation, son Excellence Denis Sassou Nguesso a reçu les honneurs militaires. Nous quittons l'Angola pour les Émirats arabes unis, mais on va parler de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Parce qu'aux Émirats arabes unis, le ministre de la Défense, ministre d'État de la République de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, y a séjourné, c'est-à-dire à Dubaï. Et là-bas, il est allé toujours apporter le meilleur à ses compatriotes ivoiriens concernant leur sécurité et aussi pour les transporteurs qui seront émerveillés en écoutant ce qu'il est allé faire du côté de Dubaï. Le ministre Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, a pris part à la 19e édition du Salon de l'aéronautique et de l'espace à Dubaï, en qualité d'invité spécial. Reportage CNN. La cérémonie d'ouverture de la 19e édition du Salon de l'aéronautique et de l'espace appelé Dubai Air Show 2025 est présidée par deux princes héritiers, son Altesse Cheikh Adam bin Mantoum, ministre d'État aux Affaires de la Défense, et le prince héritier d'Abu Dhabi, son Altesse Cheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed
Al Nahyan. Ce salon se déroule sur le site de l'aéroport international de Al Maktoum à Dubaï et il figure parmi les 3 salons les plus influents dans ce secteur à l'échelle mondiale. Invité spécial du ministre d'État aux Affaires de la Défense émirati, M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, a visité les stands de la 19e édition du Salon de l'aéronautique et de l'espace, encore appelé Dubai Air Show 2025. Ces stands sont spécialisés donc, dans la défense aéronautique, dans le renseignement et dans d'autres domaines donc la défense. La bonne nouvelle, c'est que Air Côte d'Ivoire va acquérir 4 appareils embrayeurs en remplacement des Q400. Il se trouve qu'aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire a gagné de l'importance et il était important, au vu donc de la dimension de Air Côte d'Ivoire, de pouvoir procéder à un changement d'appareil. La compagnie ivoirienne Air Côte d'Ivoire va donc renforcer sa flotte après l'achat de nouveaux Airbus A330 Neo il y a quelques temps. Monsieur Téné Birahima Ouattara, ministre d'État et ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, a été reçu en audience par Monsieur Mohamed Moubarak, ministre d'État aux Affaires de la Défense. Les 2 hommes ont évalué la collaboration en matière de défense entre les 2 pays. La signature d'un protocole d'accord est réaffirmée et pourrait se réaliser avant la fin de la visite du ministre d'État, ministre de la Défense à Dubaï. Voilà, un ministre qui a le respect de sa feuille de route, un ministre qui veille à la sécurité des Ivoiriens, qui veut apporter le meilleur au peuple de Côte d'Ivoire et avec tout ça, un bon reflet de l'image de la Côte d'Ivoire à travers le monde international. Je vous retrouve juste après la réclame. Direction le Gabon. Le Gabon, ce très beau pays où il fait beau vivre, avec ses forêts, avec tout ce que le Gabon regorge comme potentiel à visiter de manière touristique et autres. Au Gabon, on parle de réajustement au sein du gouvernement, avec une démission en cascade des ministres élus, députés, il faut le préciser, et même du vice-président dans le respect de la Constitution de la Ve République. On va suivre tout ça du côté du Gabon avec déjà cette annonce du secrétaire général de la présidence de la République gabonaise et ensuite vous verrez comment les choses se font au Gabon dans le respect de la Constitution. Reportage CNN. Par décret du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, en date du 14 novembre 2025. L'intérim des membres du gouvernement ayant présenté leur démission ce jour est assuré selon les indications ci-dessous. Monsieur Henri-Claude Oyima, ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la lutte contre la vie chère, assure l'intérim de Monsieur Hugues-Alexandre Barrot-Chambrier, précédemment vice-président du gouvernement. Madame Laurence Mengue-Menzogo, épouse Ndong, précédemment ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue. Monsieur François Ndongobian, ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, assure l'intérim de Monsieur Régis Onanga Ndiaye, précédemment ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargé de l'intégration et de la diaspora. Du professeur Marcel Ibinga, épouse Itsitsa, précédemment ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités. 2. Monsieur Patrick Barbera Isaac, précédemment ministre du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue social. Monsieur Herman Imongo, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, assure l'intérim de Madame Brigitte Onkanoa, précédemment ministre de la Défense nationale. Monsieur Paul-Marie Ngonjou, ministre de la Communication et des Médias, assure l'intérim du docteur Séraphin Akouré Davin, précédemment ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains. Monsieur Gilles Nembe, ministre des Mines et des Ressources géologiques, assure l'intérim
de M. Ulrich Manfumbi, précédemment ministre d'État, ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique, de M. Philippe Tonangoy, précédemment ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, de Maître Lubin Toutoum, précédemment ministre de l'Industrie et de la Transformation locale. Madame Louise Mvonou, ministre de la Planification et de la Prospective, assure l'intérim. De M. Sosten Ngema, précédemment ministre du Pétrole et du Gaz. Madame Nandine Awanang, épouse Anato, ministre des Affaires sociales et de l'Inclusion, assure l'intérim. Du professeur Adrien Mougougou, précédemment ministre de la Santé. De Madame Zainaba Ninga Channing, précédemment ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI. Monsieur Marc-Alexandre Ndoumba, ministre de l'Économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation, assure l'intérim de Monsieur Ntosu Alogo Maurice, précédemment ministre des Eaux et Forêts, chargé du conflit homme-faune. De M. Maïs Mouss, précédemment ministre de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat. De Mme Odette Polo, épouse Panzou, précédemment ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Dr Simplice Désiré Mamboula, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, assure l'intérim. De Mme Carméliane Toutoum Leclerc, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Instruction civique et de la formation professionnelle, et du Dr Armand Longo, épouse Moulingui, précédemment ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, chargé de la vie associative. Je vous remercie. Gabon, démission des ministres élus et députés. Merci de rester sur CNN. Conformément aux dispositions constitutionnelles qui consacrent l'incompatibilité entre l'exercice des mandats parlementaires et l'exercice d'une fonction gouvernementale, et en particulier en application de l'article 73 de la Constitution, le président de la République, en sa qualité de chef d'État et de chef de gouvernement, a reçu individuellement les membres de l'équipe gouvernementale concernée lors de ces entretiens et a procédé à la formalisation de leurs actes de démission afin de respecter strictement les prescriptions constitutionnelles. Cette démarche s'inscrit pleinement dans le cadre des exigences liées aux résultats des récentes élections législatives, lesquelles ont abouti à l'élection de certains ministres au poste de députés, rendant nécessaire leur retrait des fonctions exécutives pour assurer la conformité aux règles constitutionnelles. Je me félicite de constater que les mécanismes opérationnels de la Ve République s'installent progressivement dans nos pratiques institutionnelles, témoignant ainsi d'une évolution graduelle de notre architecture politique. Je tiens à informer la nation que les ministres restants en fonction seront chargés de l'expédition des affaires courantes. À ce titre, ils assureront la continuité du service public ainsi que le traitement des dossiers urgents ou imprévus. Dès l'acceptation de leur démission, les ministres sortants ne sont plus habilités à engager ni à signer aucun acte relevant des services dont ils avaient la charge. À l'issue de ces démissions, le président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience au vice-président du gouvernement, M. Alexandre Barrot Chambrier. Au cours de cette entrevue, celui-ci est venu présenter en détail le bilan de ces 7 derniers mois d'action gouvernementale en insistant sur les différents éléments qui composent ce rapport d'activité. Il a ainsi mis en lumière les avancées enregistrées durant cette
cette période en soulignant les progrès obtenus dans la mise en œuvre des politiques publiques. Parallèlement, il a également rappelé les défis restants à relever et les difficultés persistantes et qui doivent encore être traitées dans la conduite des politiques publiques, offrant une vision complète des réussites obtenues et des efforts à poursuivre. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour lui faire un bilan des 7 mois que nous avons consacrés donc à la coordination de l'action gouvernementale sur les grandes étapes, les progrès importants qui ont été actés et voir les défis qui restent pour l'avenir. Donc, nous avons pu faire un peu ce point à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Le lundi 17 novembre 2025 marquera une étape institutionnelle importante. Elle sera marquée par l'élection du président de l'Assemblée nationale et de ses vice-présidents, un moment clé qui mettra fin à la transition et lancera une nouvelle phase de la vie politique du Gabon. Puisque nous sommes au Gabon, nous y restons pour faire un clin d'œil à l'Université internationale de Libreville, l'université qui forme des cadres de tout type, à savoir aussi dans l'agronomie, parce qu'il est important de développer les cultures, l'agriculture dans ce pays, dans tous les pays d'Afrique. Et les meilleurs ingénieurs sortiront de cette université, à savoir l'UIL, notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'école de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle école supérieure des sciences agronomiques en sigle ESSA et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Nous restons toujours au Gabon et là on voit l'activité présidentielle. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, a accordé une audience au groupe Eramet. Reportage CNN. Le projet de transformation locale du manganèse lancé sous l'impulsion du chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, commence désormais à prendre une forme concrète et visible. Les échanges qui ont eu lieu ce jour avec les représentants du groupe Eramet a offert l'occasion aux interlocuteurs du chef de l'État de faire un point détaillé et actualisé sur l'avancement de ce vaste chantier à portée économique nationale. Au cours des 4 derniers mois, les experts chargés du dossier ont donc pu progresser de manière significative sur les différents volets techniques du projet, ce qui permet aujourd'hui de dresser un bilan positif des étapes franchies. Il est désormais question, à la lumière de ces projets, de se projeter sur les prochaines échéances et de planifier les actions à venir pour poursuivre le déploiement de cette importante initiative. C'était un honneur d'être reçu par le président et on a continué les excellentes discussions qu'on a sur le processus et le chemin qu'on est en train de faire ensemble pour la transformation du manganèse et la chaîne de valeur du manganèse.
Donc on a eu l'occasion d'échanger sur toutes les études et les travaux qu'on a menés dans les 4 derniers mois et d'échanger sur les prochaines étapes pour les 6 mois qui viennent. Face à la stratégie d'industrialisation du chef de l'État gabonais, Eramet confirme son soutien au Gabon via un renforcement de la coopération avec les autorités gabonaises et montre déjà des résultats s'inscrivant dans les réformes de souveraineté décidées par Libreville. C'est un processus qui se fait par étapes et un chemin sur lequel on apprend ensemble, et c'était le plan dès le départ de faire ces étapes par étape. On a dans le détail de l'ingénierie, des projets, de comprendre non seulement ce dont on a besoin pour le projet d'usine et de four en lui-même, mais aussi tout ce qu'il y a autour comme infrastructure et comme besoin. Donc c'est toujours une chance et un plaisir de pouvoir discuter avec le président, c'est l'occasion d'apprendre, de mieux comprendre. Il y a des points sur lesquels le président a été d'accord avec nous et sur lesquels on a bien avancé, on a bien progressé, d'autres sur lesquels il faut qu'on réfléchisse et qu'on retravaille. Cette rencontre fut conviviale, l'enthousiasme des autorités gabonaises vis-à-vis de leur hôte et vice-versa était à la hauteur des engagements solides visant à dynamiser le tissu industriel national grâce à des transformations locales de plus en plus fréquentes. On va quitter l'Afrique centrale un tant soit peu pour l'Afrique de l'Ouest. Et là, nous atterrissons du côté de la République de Guinée. Il s'est tenu dans ce pays le Conseil des ministres du gouvernement de la République de Guinée. C'était le 13 novembre dernier. Reportage CNN. Un conseil des ministres s'est tenu le jeudi 13 novembre 2025 au palais Mohamed V, présidé par le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État. À l'ordre du jour, l'examen du projet portant convocation du corps électoral conformément à l'article 47 de la Constitution guinéenne du 26 septembre 2025. Le président de la République a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue à l'ensemble des membres du gouvernement, rappelant que ce Conseil des ministres ordinaire avait pour unique point à l'ordre du jour l'examen du projet de décret portant convocation du corps électoral conformément à l'article 47 de la Constitution du 26 septembre 2025. Avant d'aborder ce point, le chef de l'État a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers les chefs d'État qui ont honoré la Guinée de leur présence lors de la cérémonie de lancement de l'exploitation du méga-projet Simandou. Son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, Son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise. Il a également remercié les premiers ministres, les ministres africains ainsi que le vice-premier ministre de la République populaire de Chine pour leur participation. Le président de la République a par ailleurs adressé ses remerciements aux délégations venues des pays amis de la Guinée, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Congo, la Sierra Leone, le Bénin, le Ghana, la Gambie, la Mauritanie, le Zimbabwe, la République démocratique du Congo, ainsi que les partenaires techniques et financiers ayant pris part à cette étape historique. Le chef de l'État a salué l'engagement, la rigueur, le suivi, l'ordre et la discipline, l'intelligence collective et l'excellent travail réalisé par les membres du comité stratégique de Simandou avec l'accompagnement de tous les membres du gouvernement et les institutions de la République, qui, sous son autorité directe, ont contribué à délivrer au peuple souverain de Guinée ce méga-projet transformateur pour le bien-être de nos populations. Il a également félicité le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique pour l'organisation réussie à Conakry de la 7e édition du Transform Africa Summit, en ligne avec sa vision de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Notamment le pilier numéro 3 qui fait du numérique et des technologies un levier stratégique de développement de notre pays. Le président de la République a rappelé que la Cour suprême de Guinée a publié la veille la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Conformément à l'article 47 de la Constitution, un décret en Conseil des ministres doit être pris pour la convocation du corps électoral. C'est ce qui justifie la tenue de la présente session ordinaire en un seul sujet à l'ordre du jour.
le chef de l'État a indiqué qu'il signerait le décret de convocation du corps électoral ce jour même. Le président de la République a demandé à l'ensemble des membres du gouvernement de renforcer le suivi, la rigueur et la continuité du service public dans leurs départements respectifs afin d'assurer la livraison de tous les projets dans les délais prévus cette année. Le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, Conakry, le 13 novembre 2025. Nous allons parler d'une autre Guinée, mais celle-là, c'est la Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, les choses se font toujours avec une exemplarité. Le très brillant vice-président de la République de Guinée équatoriale, son Excellence Théodore Nguema Obiang Mangué, a été en visite de travail à Yaoundé, la capitale camerounaise. Il a été accueilli à son arrivée au Cameroun par le Premier ministre camerounais dans le respect de l'ordre constitutionnel. Reportage CNN Cameroun. Échange de civilité marqué par une poignée de main chaleureuse entre le vice-président de la Guinée équatoriale et le Premier ministre, chef de gouvernement de la République du Cameroun, sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalem. La scène s'est déroulée le mardi 18 novembre 2025 au bas de l'échelle de l'avion qui transportait à son bord M. Théodore Nguema Obiang Mangué ainsi que la délégation qui l'accompagnait pour une visite de travail de 24 heures en terre camerounaise. Le Premier ministre chef du gouvernement de la République du Cameroun, le Dr Chief Joseph Dion Ngouti, a reçu en personne le vice-président équato-guinéen, M. Théodore Nguema Obiang Mangué, au nom du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya. L'ambassadeur de la Guinée équatoriale à Yaoundé était présent avec une délégation qui a accentué le caractère solennel de l'événement. Une foule immense de citoyens équato-guinéens au Cameroun s'est rassemblée à la sortie du pavillon d'honneur de l'aéroport international de Simalem pour accueillir le vice-président, M. Théodore Nguema Obiang Mangué, avec des drapeaux, des chants et des applaudissements, rythmant une ambiance qui exprime le lien étroit entre la communauté équato-guinéenne au Cameroun et son leader qui en a profité pour se fondre dans la foule. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des relations bilatérales entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Les deux pays adjacents et alliés stratégiques ont des intérêts communs dans plusieurs domaines. M. Théodore Nguema Obiang Mangué, vice-président de la République de Guinée équatoriale, est la première personnalité africaine de haut rang à avoir visité le Cameroun après la réélection du président Paul Biya à la présidence de la République du Cameroun. Quand on pense que les grandes puissances chinoises, américaines, tous misent sur la formation et l'éducation, c'est très important d'avoir des brillants jeunes Africains formés dans nos meilleures écoles. Il y en a des meilleures un peu partout. Et là, nous parlons à notre partenaire officiel. Cette université, je vous la recommande, l'UIL au Gabon. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle École supérieure des sciences agronomiques, en sigle ESSA, et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Nous quittons le Gabon pour faire un crochet du côté de la République du Tchad. Au Tchad, on parle plus de Tchad Connexion 2030.
Et là, le retour du président de la République tchadienne au Bercail, la capitale N'Djamena, était en liesse. Reportage CNN. Le président de la République du Tchad, chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a regagné N'Djamena au terme de l'organisation éclatante de la table ronde dédiée au financement du plan national de développement Tchad Connexion 2030, un rendez-vous déterminant pour les ambitions économiques du Tchad. Il est exactement 16h20 précise quand l'avion transportant en son bord le chef de l'État tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a atterri à l'aéroport international Hassan Diamous. Sur le tarmac, l'accueil officiel était à son comble. Le chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a été salué par le Premier ministre, l'ambassadeur Alla Mahé Halina, ayant à ses côtés le chef d'état-major général des armées, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, le chef d'état-major particulier, le directeur du cabinet civil, le secrétaire particulier adjoint, le conseiller à la sécurité nationale et le premier adjoint au maire de la ville de N'Djamena. L'hymne national retentit ensuite avant le passage en revue des troupes alignées pour rendre les honneurs au chef suprême des armées. Le président de la République a salué ensuite les différents corps constitués composés des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, ceux des grandes institutions, les anciens premiers ministres, les membres du gouvernement, les représentants du corps diplomatique, les députés, les sénateurs, de maires, des chefs traditionnels. Une foule si dense que certaines rangées ont dû être réorganisées pour accueillir le maximum de personnes. Les poignées de main terminées, le chef de l'État a également pris un bref moment pour encourager les danseurs du ballet national dont les prestations hautes en couleurs ont donné une tonalité festive à l'accueil officiel. Puis, en quittant l'aéroport, place à un autre moment fort. Le parcours reliant l'aéroport international Hassan Diamous au palais, des foules se sont massées, brandissant drapeaux tchadiens, portraits et messages de soutien et de félicitations. La communion avec la population. Debout dans son véhicule, le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a longuement salué les milliers de personnes massées le long du trajet. Et visiblement, il est touché par cette démonstration d'attachement. Les applaudissements et les cris de joie ne se sont pas taris jusqu'à la place de la Nation et devant le palais où une marée humaine l'attendait encore. Par ce geste, le chef de l'État a certainement souhaité rappeler que le succès de la table ronde est celui de tout un peuple. Un message de gratitude, mais aussi d'unité autour d'un projet national qui vient de franchir une étape décisive. Reste celle de la concrétisation des projets phares qui nécessitera, là encore, une solide unité nationale comme celle qui s'est manifestée avec éloquence en ce jour historique. Après N'Djamena, nous descendons simplement un peu plus bas. Si vous regardez cette carte de l'Afrique, regardez où est situé N'Djamena. Et vous voyez que plus bas, on tombe directement sur le Cameroun. Et au Cameroun, nous allons parler de la capitale économique, à savoir Douala, juste après la réclame. Au Cameroun, on va s'attarder un tout petit peu sur la diplomatie camerounaise. Cette cérémonie de remise des équateurs était présidée par le gouverneur du littoral, résident à Douala, à savoir M. Samuel Dieudonné Ivara Diboa. Reportage CNN. Au nom du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, et conformément aux dispositions de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, j'ai l'honneur et le privilège de remettre à M. Rodolphe Gervais Polewa les équateurs qui l'autorisent officiellement à exercer les fonctions de consul honneur du Royaume de Suède à Douala. En l'autorisant d'exercer en tant que consul honoraire, la République du Cameroun exprime sa confiance en une personnalité de valeur et réaffirme son engagement à œuvrer
aux côtés du Royaume de Suède. Tapis rouge et salle fleurie ce 12 novembre 2025 à l'occasion de la cérémonie officielle et solennelle de remise des équatures à M. Poleva Rodolphe Gervais, désigné consul honoraire du Royaume de Suède à Douala. La cérémonie qui était présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Desbois, en présence de la représentante de l'ambassade de Suède, du chef d'antenne du ministère des Relations extérieures à Douala, des chefs de poste consulaires, représentants des organisations internationales accréditées à Douala, des membres du Parlement, des autorités administratives et municipales de la ville de Douala, des responsables des forces de défense et de sécurité, des autorités politiques, ainsi que des majestés, chefs traditionnels, notabilités et bien d'autres personnalités. Toutes ces présences distinguées venues conférer à cet événement, rehaussant l'éclat, traduisant ainsi l'importance accordée à la vie diplomatique dans la région du littoral, illustrant la vitalité que le Cameroun entretient avec ses partenaires étrangers, parmi lesquels figure en bonne place le Royaume de Suède, après l'exécution des hymnes nationaux de la République du Cameroun et celui du Royaume de Suède. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Desbois, est revenu sur les valeurs communes qui unissent les deux États, tout en rappelant les domaines de compétences qu'offrent les équatures reçus ce jour. Au nom du Royaume de Suède, dans la capitale économique du Cameroun, votre mission exigeante, mais ô combien noble, consistera à protéger et assister les ressortissants suédois résidant dans votre circonscription, promouvoir les échanges économiques, culturels, scientifiques et humains entre la Suède et le Cameroun, et surtout renforcer la compréhension mutuelle entre nos deux peuples. Votre rôle sera celui d'un bâtisseur de ponts, d'un facilitateur de dialogue, d'un promoteur de confiance et de coopération. Remise du bouquet de fleurs en guise de félicitations, poignées de main et accolades de prise de contact, le nouveau consul honoraire du Royaume de Suède a déjà le cœur à l'œuvre. Ce jour marque le début d'une ère nouvelle dans les relations entre le Cameroun et la Suède. Ces relations n'ont jamais véritablement été formalisées, entretenues ou développées. Je m'engage à les changer et en utilisant le consulat comme courroie de facilitation des échanges existants. C'est d'ailleurs son rôle statutaire, mais mieux également de développement d'axes nouveaux, transfert de technologies nouvelles, développement de projets d'infrastructures intelligentes. Cette double tâche aura comme socle mon vécu en Suède à travers mes études supérieures et les premières années de ma vie active, mais ainsi que les expériences professionnelles avec les entreprises suédoises non basées au Cameroun. Ingénieur industriel, homme au parcours élogieux, jalonné d'excellence académique, polyglotte, accompli, maîtrisant à la fois le français, l'anglais et le suédois, Monsieur Polova Rodolphe Gervais incarne à la fois la rigueur nordique et le dynamisme camerounais, son expérience internationale, sa vision entrepreneuriale et son engagement pour la coopération économique et technologique font de lui un choix naturel pour assumer cette exaltante mission de représentation du Royaume de Suède au Cameroun. Nous restons toujours au Cameroun pour parler, encore une fois, des activités du ministre de l'administration territoriale camerounaise, à savoir M. Atangandji, qui est toujours au four et au moulin. Le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangandji, a rencontré à Douala, capitale économique du Cameroun, des dignitaires et les leaders communautaires. Reportage au Cameroun, Stéphane Negou-Poursinen. Apaiser les tensions, renforcer le dialogue et consolider la paix, tels étaient quelques objectifs de la rencontre du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, tenue le mercredi 12 novembre avec les leaders communautaires de la région du littoral, les autorités municipales et administratives, sans oublier les chefs traditionnels. Bien avant la tenue de cette réunion, le MINAT a tenu une réunion de crise de la situation sécuritaire de la région du littoral avec l'état-major de la région du littoral. Des chiffres ont été annoncés au cours de cette réunion avec le ministre Paul Atangandji, 16 morts et plus de 800 arrestations dans les violences post-électorales au Cameroun. Plus de 150 assaillants drogués ont attaqué la brigade de gendarmerie du quartier Nkouloulou et un commissariat de police dans l'intention
d'assassiner les forces de maintien de l'ordre et de récupérer leurs armes. Dans la posture de légitime défense et de manière professionnelle. 4 assaillants ont été neutralisés et 3 autres ont trouvé la mort à la suite des bousculades. Par la suite, le MINAT a félicité la résilience des populations du département du Voré et de la région du littoral. C'est une fois de plus l'occasion de féliciter et d'encourager les populations de la région du littoral, surtout celles du département du Voré. Ces populations ont dit non au désordre. Ces populations résilientes ont rejeté les mots d'ordre irresponsables et vaquent normalement à leurs occupations. Un appel à la retenue, à la prise de conscience, à l'esprit patriotique, un sens du devoir pour la préservation de l'unité nationale. Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale. J'ai été très bien accueilli dans cette ville. Ma famille dispose de beaucoup de biens, je dis beaucoup de biens dans cette ville. Et c'est une population qui accueille. Voilà pourquoi je garde des relations très profondes avec les patriarches qui ne sont pas là, les Porceau Prison, les Kadji des Fosso, les Soins André, les Moncamp Pascal. C'est des gens qui sont là depuis des très longues années, ils ne sont plus là. Donc nous devons préserver, le président Paul Biya insiste sur le fait que nous devons préserver les acquis de la nation, la paix, la stabilité, le vivre ensemble, la coexistence pacifique entre toutes les composantes sociologiques de notre pays. Les principes du Moulinex sont simples, celle de faire, de respecter la loi. Tel est le rôle de MINAT, et qui n'est pas l'ami de tout le monde. Ce sont des propos tenus par le ministre Paul Atanganji qui présentait ainsi les principes et le rôle du MINAT au cours de cette réunion avec les leaders communautaires de la région du littoral. Il est très important que nous sachions ce qui est important pour nous et pour le pays. C'est la vérité. Vous savez, être ministre de l'Art, c'est un travail compliqué parce que nous assurons la tutelle de tout le monde. Les partis politiques, les chefs religieux, les associations, tout ce qui est désordre. Voilà pourquoi un ministre doit être quelqu'un d'extrêmement sévère. Il doit être un pédagogue. Nous allons rester toujours au Cameroun pour boucler enfin cette page camerounaise avec, nous croyons, la première audience après la prestation des serments du président Paul Biya. Alors cette audience a été accordée à l'émissaire de son homologue d'un pays voisin, à savoir la Guinée équatoriale. Le vice-président de la République de Guinée équatoriale, à savoir Théodoro Nguema Obiang Mangué, a été en visite au Cameroun. Comme vous le savez, ce brillant vice-président de la République de Guinée équatoriale a été reçu en audience au palais présidentiel par son Excellence Paul Biya, président réélu de la République du Cameroun. C'est dans une ambiance de fraternité et de grande amitié entre les deux peuples camerounais et équato-guinéen que le président reçut l'émissaire qui n'est autre que le vice-président de la République sœur de Guinée équatoriale. Reportage CNN. Encore empreint de l'éclat de la cérémonie du 6 novembre 2025, jour d'investiture du président Paul Biya, le palais de l'unité, particulièrement hospitalier selon la tradition bantou, a reçu le mardi 18 novembre l'émissaire du président de la Guinée équatoriale, son Excellence Théodoro Nguema Obiang Bazogo, en la personne du vice-président de la République, son Excellence Théodore Nguema Obiang Mangué. Une première majeure dans ce haut lieu de l'exercice du pouvoir exécutif au Cameroun. Normal dès lors qu'à l'issue des discussions qui ont pris 2 heures, les observateurs se posent des questions sur les raisons et les motivations de ce tête-à-tête entre le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, et son visiteur du jour, l'envoyé spécial du président de la Guinée équatoriale, le vice-président de la République, son Excellence Théodore Nguema Obiang Mangué. Cette visite officielle revêt une importance hautement symbolique pour les relations entre Yaoundé et Malabo. Je suis venu remettre une lettre de félicitations de son frère, le président Obiang, au président du
Cameroun, le président Paul Biya. Donc, et surtout, lui dire que nous sommes très contents pour sa brillante réélection. Et en même temps, nous comptons renforcer encore notre coopération dans les différents domaines de défense, agriculture, secteur minier, pétrole, etc. Vraiment, ça a été une très bonne rencontre. Nous sommes très contents d'être ici. On a été très bien reçus et nous sommes vraiment très satisfaits et de féliciter pour cette brillante élection. En plus des pratiques linguistiques propres à la diplomatie, l'on aura observé la volonté de l'hôte de marque à échanger ouvertement, même sur des sujets d'une certaine délicatesse. Tout cela est révolu. L'accent est désormais mis sur la coopération bilatérale dans les domaines stratégiques souvent négligés. Ce voyage que je suis en train d'effectuer ici au Cameroun, c'est pour renforcer notre relation de coopération. J'invite les hommes d'affaires camerounais à venir investir en Guinée équatoriale. Vous savez, on n'a pas beaucoup de compagnies camerounaises en Guinée équatoriale. La Guinée, c'est un pays ouvert à l'investissement camerounais. On ne peut pas toujours attendre que des compagnies viennent de l'extérieur, dans des pays occidentaux. Le Cameroun, c'est un pays qui est très développé dans tout ce qui est le secteur de l'industrie. Et nous pensons que de grandes compagnies camerounaises peuvent s'installer en Guinée pour avoir aussi un marché de la Guinée équatoriale. La concertation au sommet entre Yaoundé et Malabo, incarnée par la rencontre entre les deux doyens des chefs d'État d'Afrique, voire du monde via un émissaire interposé, constitue un signal fort pour le développement des échanges entre CEMAC et l'investissement conjoint dans les secteurs porteurs. Cette visite de travail saluée avec ferveur ouvre la voie à plusieurs échanges bilatéraux portant sur la coopération régionale, la sécurité sous-régionale et l'avenir économique de la zone CEMAC. Une séquence diplomatique importante qui confirme une fois encore le rôle central du Cameroun dans la dynamique politique d'Afrique centrale. Nous allons boucler cette page camerounaise pour vous parler d'un autre grand rendez-vous qui se tiendra en Côte d'Ivoire entre le peuple et leurs représentants à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Législative 2025 sur vos médias CNN, C-Web Info et sur vos plateformes digitales. Vivez les législatives 2025 en Côte d'Ivoire sur CNN et C-Web Info depuis vos laptops, portables et tout support numérique en cliquant sur cnntv.ci et www.cwebinfo.ci. Législative 2025 en Côte d'Ivoire du 19 au 26 décembre 2025. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le pays de la Teranga. Voilà, ce très beau pays, le Sénégal, un pays que je vous conseille de visiter pour tous les Africains et même les non-Africains, un pays touristique avec beaucoup de ressources. Et au Sénégal, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République sénégalaise, a accordé une audience à M. Kokoril. Reportage CNN. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a accordé le lundi 17 novembre 2025 une audience à M. Ilham Kokoril, président directeur général d'Andy Vo Mining Group, en présence du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Biram Souleye Diop. La rencontre tenue au Palais de la République s'inscrit dans le cadre du suivi des investissements stratégiques du groupe minier au Sénégal. Les échanges ont porté sur plusieurs projets d'envergure, notamment la mise en place d'une nouvelle usine dédiée au traitement des minerais réfractaires, une installation qui devrait renforcer considérablement la capacité de production du groupe dans la région. Nous sommes très satisfaits des discussions et des échanges qu'on a eu avec son Excellence. Nous sommes très heureux d'être ici au Sénégal, qui est une bonne destination pour faire des affaires, pour entreprendre. Et nous sommes confiants dans l'avenir. Nous sommes un gros contribuable au trésor public. Et donc nous souhaitons rester au Sénégal. Nous croyons au futur du pays. Et donc nous continuerons à investir ici
pour le bénéfice de toutes les parties prenantes, que sont bien sûr l'État du Sénégal, les communautés qui vivent aux alentours de notre mine et aussi nos actionnaires qui ont investi dans nos projets. Nous sommes une société minière spécialisée dans la production d'or. Nous faisons aussi de la recherche, l'exploration. Nous avons deux types d'usines au niveau de Sabodala, le complexe Sabodala-Massawa. Nous avons une usine classique qui utilise la lixiviation au carbone, qui traite le minerai classique, bien connu. Mais nous avons aussi investi dans une deuxième usine qui nous a coûté 200 milliards de francs CFA d'investissement et qui permet de traiter le minerai qu'on appelle réfractaire, qui est un minerai très particulier qui nécessite une technologie spéciale pour faire ce traitement. Cette usine est la 12e au monde, donc elle existe ici au Sénégal et nous continuerons donc à prospecter, à chercher, à développer pour pouvoir donc mettre en valeur tous ces gisements qui existent dans ce complexe de Sabodala, donc au profit de toutes les parties prenantes autour de cette mine. En plus de cela, nous serons la première entreprise aussi à envisager de faire une exploitation souterraine ici au Sénégal. Ce sera la première exploitation souterraine. Les études sont en cours, on va finaliser et puis donc nous pensons la mettre en service en 2028. Donc ça aussi, c'est un peu augmenter la palette de nos investissements. En termes de production d'énergie aussi, nous avons une énergie classique là-bas, mais aussi nous avons une ferme solaire pour réduire notre empreinte carbone. Et nous envisageons aussi de nous connecter au réseau Sénélec en finançant une ligne haute tension entre Kédougou et la mine pour un financement autour de 40 millions d'euros. Depuis Abidjan, nous enregistrons cette émission. Nous tenons à remercier tous nos partenaires, toutes nos équipes en France, au Gabon, au Cameroun et en Côte d'Ivoire où nous enregistrons ce programme, tout en remerciant Marcel Bassolé, un des maîtres d'œuvre dans la réalisation de ce programme, notre grand reporter Ousmane Koulibaly, sans oublier Sen Abdoulaye, Moussangom, tous qui travaillent d'arrache-pied pour la réussite des informations vraies sur CNN. On pense à Eric Bikek, Gozo Richard, Raman Cole, Charlotte Abdoulaye et Janine Eta. Tous beau monde qui constituent l'équipe de rédaction de ce magazine d'information qui vous est proposé toutes les semaines. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. N'oubliez pas les rediffusions de ce programme tous les jours à 8h GMT, 11h30, 16h45 et 19h sur votre petit écran. Pour tous qui sont en hexagone, le lien c'est tout simplement cnntv.ci avec des multiples rediffusions. N'oubliez pas de regarder aussi sur notre deuxième chaîne de télévision ces programmes uniquement d'information africaine sur www.ciwebinfo.ci. Et là, vous avez toute l'information vraie au niveau de l'Afrique. C'est terminé pour ce programme. Je suis Constieka. Au revoir.